des hydrocarbures connaît normalement une baisse à compter de ce 16 mai au Burkina Faso. C'est une décision du gouvernement à travers le ministère en charge du commerce. Dans quelques instants, nous ferons le constat sur l'application de cette décision à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Dans l'actualité relative au Covid-19, nous nous intéressons ce soir au travail des hommes et femmes de médias dans ce contexte. Au quotidien, ils se mobilisent pour vous donner toutes les informations utiles sur la maladie. Le travail comporte des risques, certes, mais il se fait avec beaucoup de détermination. Dossier à suivre dans quelques minutes. Dans l'actualité également, le président de l'Assemblée nationale au chevet de la population de Dawilgué, une population résolument engagée à restaurer la digue de sa retenue d'eau. Après s'être adonné à quelques coups de pelle, Alassane Balassa Kandé fait des promesses que vous allez découvrir dans ce journal. À l'international, l'une des pièces maîtresses du génocide rwandais est aux arrêts après 20 ans de cavale. Selon l'acte d'accusation de la justice internationale, Félicien Kabouga avait mis sa fortune et ses réseaux au service du financement du génocide. Information qui vous sera détaillée en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, c'est ce 16 mai que les prix des hydrocarbures connaissent une baisse au Burkina Faso. Ici, à Ouagadougou, le constat de l'application de cette décision gouvernementale est différent d'une station à une autre. Au passage de notre équipe de reportage ce matin, certaines stations disaient encore attendre les techniciens avant de se conformer à la décision. Le reportage de Amadou Ilbou et Sekou Ozongo. 610 francs pour le Super 91 et 540 francs pour le gasoil. Ce sont là les nouveaux prix qu'affichent les pompes dans cette station-service. Une mesure en application de la décision du comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures du Burkina Faso. Des prix désormais en baisse pour compter de ce jour 16 mai. Pour les consommateurs, dans ce contexte de crise sanitaire, cette mesure est salvatrice. C'est une bonne chose. Voilà, parce que déjà on voit que ça va soulager la population qui déjà même souffre de beaucoup de choses. En tant que consommateur, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on avait appris que le prix du litre avait augmenté. Donc on ne peut que s'en réjouir. Même constat dans cette autre station-service, toujours au centre-ville. Mais dans ce quartier situé dans l'arrondissement 4, les clients vont devoir patienter pour voir les nouveaux prix entrer en vigueur. Ici, moi, j'ai été surpris de voir que, par votre interpellation d'ailleurs, je n'avais même pas su que ce n'était même pas en application ici. Voilà, mais je pense que c'est au gouvernement, puisque je ne sais pas si la mesure a été ferme. Et pourtant ici, ce pompiste a reçu les instructions de ne pas servir avant le passage de l'équipe technique en charge de la normalisation des prix. Comme il y a changement de prix, c'est ça qu'on a dit que d'arrêter, puisqu'on vient changer le prix avant de commencer. C'est depuis ce matin qu'on a assis comme ça. Ils ne sont pas encore venus. Pendant ce temps, d'autres continuent à servir allègrement aux anciens tarifs. Si dans l'ensemble, la mesure de baisse des prix des hydrocarbures est jugée salutaire, le consommateur attend toujours du gouvernement une baisse supplémentaire. Et sur le même sujet, nous mettons le cap sur la ville de Bobo-Dioulasso. À ce premier jour d'entrée en vigueur de la baisse du prix du carburant, le constat est mitigé. Alors que certaines stations-service se conforment à la décision, ce n'est pas le cas pour d'autres. Constats et explications avec Kassoumi Logo et Ali Traori. C'est ce samedi 16 mai que la mesure concernant la baisse du prix du carburant entre en vigueur. Ici à Bobo-Dioulasso, l'application au nord de la mesure varie d'une station à une autre. Ici par exemple, la mesure est respectée au grand bonheur des clients. J'ai pris 1000 francs et vraiment j'ai remarqué qu'il y a un peu de rabais. C'est bon, j'ai apprécié. Les techniciens ne sont pas encore passés pour régler les pompes afin qu'elles se conforment au nouveau prix. Mais le gérant de cette station use de stratégies pour être en règle. Si la personne veut 600 comme ça, on prend les 600 là, on divise par 605 pour avoir 0,99.
on lui compose et on met son carburant. C'est comme si c'est 605 là, les litres toujours. Autre lieu, autre constat. Dans cette haute station, la mesure n'est pas appliquée. On préfère attendre la venue des techniciens. En tout cas, je voulais pour 1000 francs. J'ai donné, ils ont donné ça, donc je ne sais pas s'il y a changement ou bien s'il n'y a pas changement aussi. On essayait de convertir avec la machine, mais bon, en fait, souvent, s'il y a trop de clients, on ne peut pas s'occuper on n'arrive pas à convertir quoi, pour tout le monde. Il faut la machine Il faut une machine pour calculer, pour voir le montant que le client veut, et puis on convertit. Bon, si hasardement il y a trop de clients en tant que tel, ça fait que c'est un peu compliqué de pouvoir gérer tout le monde, quoi. Des arguments avancés pour essayer de se dédouaner. Cependant, de l'avis des acteurs des produits pétroliers, cette baisse impacte négativement sur les propriétaires de stations. Ça n'impacte pas sur notre fourchette de marge, mais sur le stock, nous faisons beaucoup de pertes. Parce que vous allez acheter à X et vous venez vendre à Y, la vente du carburant. Alors, donc, quand on fait les baisses de prix comme ça, nous vendons à perte. Et cette perte n'est pas remboursée. D'où l'appel à l'endroit des autorités d'œuvrer pour que ces sociétés ne fassent pas faillite après ces genres de décisions. Autre point de l'actualité, vous êtes censé savoir que le port du masque est obligatoire au Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Et dans le but de faire respecter cette mesure, dès la semaine prochaine débutera une opération de contrôle. À quoi devraient s'attendre ceux qui ne respectent pas le port du masque? La réponse dans ce reportage de Césaire Carrefour et Ismaël Dilouma Sirima. Port du masque obligatoire. Les forces de l'ordre se déploient dès ce lundi pour rappeler les citoyens à l'ordre. La police nationale, la police municipale et la gendarmerie nationale vont investir des lieux stratégiques pour veiller au respect de la mesure. Cette opération ne vise pas à, faire une chasse aux sorcières, c'est plutôt une contribution, si bien que ceux qui ne seront pas en règle, nous allons, tenir à leur endroit un discours particulier allant dans le sens de susciter leur civisme, leur sens du patriotisme et surtout à les amener à s'engager eux aussi à titre individuel à la lutte contre cette pandémie. À propos d'une quelconque amende ou arrestation à l'endroit des contrevenants, le directeur général adjoint de la police nationale se veut clair. Il n'y aura pas de répression lors de cette opération. Comme je dis, c'est une contribution. Nous contribuons à cette lutte de différentes manières. Donc c'est essentiellement une opération de sensibilisation. Mais contrairement à ce que peut-être les uns et les autres seraient amenés à penser, le contrôle ne rime pas avec l'usage de la force. Le commissaire Darga invite ainsi tous les Burkinabés à se procurer un masque afin de se protéger et de protéger les autres. Pour ce qui est de la région du centre, le comité de riposte contre le Covid-19 est déjà sur le terrain dans l'objectif d'apprécier le niveau de respect des mesures barrières. L'équipe a sillonné quelques lieux stratégiques tels que les marchés et les gares routières. Au terme de la tournée, le sentiment est partagé entre satisfaction et nécessité de maintenir les actions de sensibilisation. Urbain Benito Somé et Sanoua Christine Koulibaly. Marché de Dasasko, première escale de cette sortie terrain du comité régional de riposte contre le Covid-19 du centre. Dispositif de lavage de mains aux entrées du marché, port du masque, ici les béabas des gestes barrières semblent être une habitude. Mais les mauvais élèves ne manquent pas. Et le président du comité marque des haltes pour sensibiliser. Inciter au port du masque, obligé par moment de durcir le ton. Notre vrai problème, ce sont les clients. Ils sont réticents au port du masque. La dernière fois, on a failli en venir aux mains parce qu'ils sont venus sans cache-nez et nous leur avons refusé l'accès. Sinon, nous les commerçants, nous respectons les gestes barrières. Non loin de là, la gare de l'Est. Ici aussi,
Tout semble parfait. Dispositif de lavage de mains, port du masque par tous les passagers et respect du nombre de passagers comme dans ce minibus. Je fais la navette sur les véhicules. Il y a d'autres passagers qui ne portent pas les carnets. J'ai dit, il faut faire attention parce que c'est ta vie que tu risques de faire avec. Et le comité veut aller au bout de la chaîne, direction le poste de police de Gonçay. Ici, c'est la prise systématique de la température des passagers qui entrent ou sortent de la capitale. Globalement, le comité est satisfait. Cette sortie, en tout cas, j'en suis satisfait de ce que j'ai constaté. Quand bien même, je pense qu'il y a toujours du travail à faire. Du travail à faire parce que le constat est clair. Il y a que dans certains marchés, il faut redoubler beaucoup d'efforts dans la sensibilisation pour que le port de masques, la distanciation soit en tout cas effectif à ce niveau-là. Et le comité régional de riposte contre le Covid-19 du centre compte sur les fêtières des différents secteurs d'activité pour un respect strict des gestes barrières. C'était également l'une des mesures prises pour freiner la propagation du Covid-19 au Burkina Faso. Nous parlons de la fermeture au public des restaurants, bars et autres maquis. Depuis hier 15 mai, ces lieux qui rassemblent du monde s'ouvrent à nouveau. Mais à Gawa, dans le sud-ouest, cette reprise est timide selon le constat fait par nos reporters Oumarou Sayon et Siege Kaela Poda. La réouverture des bars, restaurants et maquis à Gawa n'est pas suffisamment accompagnée selon les tenanciers de débit de boissons. Ils y trouvent de nombreuses embûches au bon fonctionnement de leurs activités. D'abord, même quand on parle de reprise, moi je ne dirais même pas qu'il y a une reprise. Parce que quand on parle d'ouverture d'un maquis et encore le couvre-feu est toujours là, je pense que ça, ce n'est pas une reprise. Nous sommes toujours dans le confinement parce que quand on parle de maquis, le maquis c'est la nuit. Et nous, vous voyez, notre environnement, ce n'est pas facile. Voilà, tout le monde vient ici, chacun vient avec son état. Ce que nous on peut faire, c'est de sensibiliser. Voilà, tous ceux qui viennent, ceux qui n'ont pas porté de masque, on va essayer de les sensibiliser. Voilà, depuis le matin, c'est ce qu'on fait. Si la sensibilisation est le meilleur moyen pour continuer la lutte contre la maladie à coronavirus, les restrictions passent mal chez certains clients. Je dois mettre cache-nez, je vais voir comment. Je vais voir comment. Voilà, donc, mais comme c'est des mesures, nous on ne peut pas aller contre ces mesures. Parce qu'on aura fait. Dans les restaurants, l'affluence a payé un coup. Rares sont ceux qui y vont. La reprise s'annonce difficile. Depuis la fermeture, en tout cas, c'est bizarre. Il n'y a plus de clients, même ceux qui viennent, on dit de ne pas s'asseoir. On les sert dans les plats jetables. Comme ça est déjà dans l'idée des clients, les clients ont toujours peur. C'est un qui viennent seulement s'asseoir, on les sert. Comme vous le constatez, c'est vide comme ça. Bon, il n'y a pas assez de clients. Mais dès le début aussi, comme il n'y avait pas aussi les 16, les clients en tout cas veulent venir. Mais comme ils ont parlé des maladies là, maladies aussi, nous aussi on a peur. Faire face aux charges tout en respectant les mesures du gouvernement pour la réouverture des bars, maquis et restaurants à Gawa, c'est l'équation que chacun essaye de résoudre avec les moyens de bord. À Gawa, tout comme dans le reste du pays, depuis l'apparition de Covid-19, ils sont sur le terrain pour collecter et vous servir les informations nécessaires sur la maladie. Vous l'aurez compris, nous parlons des hommes et des femmes de médias dont le travail est actuellement à l'épreuve du Covid-19. Ils vont jusqu'à intégrer les milieux où le risque de contamination est assez élevé dans le but de vous informer sur la maladie. Le métier de journaliste en temps de Covid-19, c'est le dossier signé Adama Giti et Sekou Uzongo. Le devoir d'informer du journaliste à l'épreuve de la maladie à coronavirus. Depuis l'apparition du Covid-19 au Burkina Faso, l'inquiétude et la hantise de contracter la maladie sont présentes chez les hommes de médias. Mais les journaux continuent de paraître et les éditions se succèdent. Derrière tout cela, le sens du service public et du sacerdoce. Notre métier déjà, c'est de donner l'information. C'est de ça que nous vivons, c'est notre travail. On a été recrutés pour ça, donc nous n'avons pas le choix. C'est un contrat social que nous avons vis-à-vis donc de la population. Donc, autant que faire, c'est que nous faisons tout pour les satisfaire en matière d'information.
On ne voudrait pas se comparer aux militaires qui sont sur le terrain dans la lutte au péril de leur vie, ou bien aux infirmiers aussi qui prennent autant de risques pour gérer une telle maladie, mais il faut quand même reconnaître que le journaliste prend fréquemment des risques. Des risques, ces hommes et femmes de médias en prennent tous les jours, souvent en première ligne, au contact avec les malades et des soignants pour satisfaire le besoin d'information du public. Au-delà de l'engagement, c'est un don de soi. Lors de la conférence de presse qui a eu lieu à Tengandro, au cours de laquelle on a officialisé le premier cas de coronavirus, alors dès que j'ai quitté les lieux, je suis arrivé, j'ai fait le papier, et dès le 10 mars, j'ai commencé à toucher. J'ai paniqué, j'en ai parlé à mes supérieurs qui ont dit que ça devait être peut-être, en tout cas psychologique, mais de ne rien craindre. Et j'ai commencé à présenter certains symptômes de la maladie, si bien que j'ai été obligé d'appeler le numéro d'urgence le 3535, mais au regard justement des explications que je leur ai données, on m'a fait savoir que je pouvais traiter en tout cas le palu. Mais le travail n'a pas cessé. On est allé à Tengandoro, on savait bien qu'on allait croiser des patients positifs, des patients hyper contagieux, mais nous y sommes allés et nous avons rapporté les images pour le public. En amont de ce travail, les responsables des entreprises de presse, eux, tentent de mettre leurs agents dans les conditions. La plupart des organes ont dû s'adapter, se réorganiser et mettre en place un dispositif de protection pour sécuriser au mieux leur personnel. Je tiens par ce micro à d'abord dire félicitations à tous les collaborateurs, à tous les agents de la RTV pour le travail abattu. Dès l'apparition de la maladie, il y a une note qui est sortie pour faire de telle sorte que les journalistes ne soient pas nombreux dans les salles de conférences de rédaction et réorganiser le travail. Puis au niveau des gestes barrières, la direction générale a mis à notre disposition souvent des cache-nez et des bavettes. C'est d'abord le cache-nez, ça c'est parce qu'on est dans la période où c'est déjà obligatoire. Même avant, nous avions déjà pris les dispositions. Il y a les gels plutôt, les gels hydroalcooliques. Maintenant, la réalité, c'est que le problème, c'est là où vous partez. Ils sont aussi en première ligne de la guerre contre le coronavirus, mais certains d'entre eux ont le sentiment que leur contribution n'est pas perçue de tous. Chaque jour, vous allez couvrir des dons, mais malheureusement, les gens nous oublient. Je ne dis pas de ne pas donner aux agents de santé, je ne dis pas de ne pas donner aux chorus, mais venez remettre aussi à la télévision nationale du Burkina, allez remettre d'autres chaînes. Car cela ne tienne, les hommes et femmes de médias restent mobilisés face à la pandémie du Covid-19 et leur rôle est essentiel et unanimement reconnu. Une mission dont ils s'acquittent au quotidien, malgré les risques et la peur de se faire contaminer. On espère que le message est bien passé. Au chapitre des actions de solidarité dans ce journal, nous évoquons tout d'abord ce geste au profit des agents de santé en première ligne du combat contre le Covid-19. Afin de leur éviter des cas de contamination, l'ONG dénommée Enfants du Monde Suisse met du matériel à la disposition des formations sanitaires de la région du Centre-Est. Environ 40 millions de francs CFA ont été mobilisés pour l'acquisition de ce matériel. Hassan Gebré et Tanga Kafandou. 121 dispositifs de lave-mains, 1900 flacons de gel hydroalcoolique, près de 1200 paquets de gants et environ 19 000 masques de protection. C'est la contribution de l'ONG Enfants du Monde Suisse en collaboration avec IPC, initiative privée et communautaire, au profit des districts sanitaires de Tinkodogo, de Koupela et de Zabré. L'ONG Enfants du Monde Suisse, EDM, intervient dans la santé maternelle et néonatale au Burkina Faso et en plus des dons, l'ONG a orienté ses messages de sensibilisation vers ses traditionnelles cibles que sont la mère et l'enfant. Alors là, nos deux cibles sont là, avec des choses bien précises, la femme enceinte et le nouveau-né, depuis le début de la grossesse jusqu'à l'accouchement, en passant par la protection de la femme enceinte, lors de l'accouchement, femme enceinte et nouveau-né, et après leur naissance, comment s'y prendre pour justement se protéger contre le Covid. C'est très important au-delà des dispositifs de lave-mains, au-delà du gel ou des gants, si chacun sait comment s'y prendre, ce serait bien pour nous tous.
je voudrais alors leur adresser tous mes remerciements et leur donner la garantie que ce matériel-là sera utilisé à bon escient. L'élan de solidarité dans la lutte contre le Covid-19 se poursuit dans la région du Centre-Est et cet appui d'une valeur de plus de 40 millions de francs CFA vient renforcer le plan de lutte contre la pandémie, selon le directeur régional de la santé de la région du Centre-Est. Autre geste de solidarité dirigé cette fois vers les couches vulnérables de Bobo-Dioulasso et de Bama dans les Hauts-Bassins. Le ministère en charge de la solidarité nationale et de l'action humanitaire leur offre des vivres. Cette action de solidarité qui vaut plus de 260 millions de francs CFA a été remise hier vendredi. Nous suivons cette remise donc avec Kassou Milogo, Sirikou Milogo et Karim Sissi. Des vivres pour semer la joie dans le cœur des personnes démunies de la province du Ouï. Le geste est du département en charge de l'action sociale. Et les personnes vulnérables de la direction régionale de l'action sociale des Hauts-Bassins, du centre des personnes handicapées et du service social de l'arrondissement 2 de Bobo-Dioulasso sont les bénéficiaires. Il y a 2 semaines, nous avons lancé le plan de soutien à la détresse alimentaire et à la malnutrition sur Ouagadougou. Nous avions dit que nous allons faire le même schéma pour Bobo. Aujourd'hui, nous avons fait les tours des sites pour voir l'effectivité de cette mesure de soutien aux personnes vulnérables. Nous avons aujourd'hui dans notre répertoire plus de 4600 ménages et cela représente à peu près 37 000 personnes que nous avons dotées aujourd'hui en vivres de 2 sacs de riz de 30 kg et 2 sacs de maïs de 50 kg. C'est pour vraiment traverser la période de soudure. Il y a des personnes vulnérables que nous n'avons pas pu enregistrer, mais instruction a été donnée à la DR sous la coordination du gouverneur pour voir ces personnes oubliées, pour les doter. Accompagner les personnes vulnérables de la province du Oué et leur permettre de vivre plus dignement, c'est le sens de cet élan de solidarité. Et le don est bien accueilli par les bénéficiaires dans ce contexte de Covid-19 où la vulnérabilité s'est accrue. Ce geste du matin, j'apprécie ça à sa juste valeur à partir du moment où ça vient soulager vraiment notre faim un temps soit peu. Je dis vraiment bravo à notre ministre aujourd'hui. Vraiment ce geste-là, c'est tout le monde qui y gagne. Le coût total du don s'élève à plus de 200 millions de francs CFA. L'occasion est saisie par les organisateurs pour inviter les populations au respect strict des mesures barrières afin de venir à bout de cette maladie virale. Dans la région de l'Est, c'est un autre type de soutien qui est apporté cette fois aux communes. Il s'agit du matériel d'une valeur de plus de 22 millions de francs CFA servant à la délivrance des actes de l'état civil. Le donateur est l'ONG Plan Burkina dans le cadre de son projet de promotion de la santé reproductive et état civil. Désiré Ilboudo et Aruna Mari. Les services d'état civil de l'Est peuvent désormais fonctionner avec plus de sérénité. L'ONG Plan Burkina, à travers son projet promotion de la santé reproductive et état civil PROSAR, offre à 27 communes de la région 54 armoires des documents d'état civil comme les registres d'actes de naissance, de mariage et de décès. À cela s'ajoutent des cartons de rames de papier. La valeur du don, plus de 22 millions de francs CFA. Ils ont fait le tour, ils ont constaté les conditions dans lesquelles nous travaillons et je crois que c'est pour cela que Plan Burkina à travers PROSAR est intervenu pour nous accompagner dans notre activité quotidienne d'enregistrement de faits d'état civil. Les conditions matérielles de travail ne sont pas faciles, donc en recevant ce matériel-là, je dis une fois de plus que c'est véritablement un soulagement pour nous. Pour la commune de Yamba que je connais le mieux, je crois annuellement nous avons un enregistrement de 700 à 800 selon les années. La conservation des documents d'état civil est une préoccupation pour les mairies, et d'où la raison des armoires. Nous avons vu également que même les imprimés et les registres sont une préoccupation et souvent même le consommable. Donc c'est ce qui nous a amené à acquérir ce matériel pour les 27 municipalités de l'Est.
Toujours dans cette dynamique partenariale, Plan Burkina entrevoit une autre dotation en matériel informatique pour la mise en route du e-état civil dans 27 communes de la région de l'Est. Nous repartons dans le centre-est pour évoquer ce constat. Dans la seule province du Boulgou, 100 000 potentiels électeurs sont prévus pour être enrôlés dans le cadre des prochaines élections. Mais à 2 jours de la fin de l'opération, on a enregistré moins de 50 000 personnes enrôlées. Une situation constatée à Tinkodogo par une équipe de la Commission électorale nationale indépendante. Une situation donc constatée à Tinkodogo. Et donc voici donc le résumé avec Kosun Koulibaly et Tanga Kafandou. Pour la première fois de sa vie, Sharifatou Somdakouma pourra voter aux élections prochaines de novembre. Elle vient d'avoir ses 18 ans et est venue s'enrôler pour obtenir sa carte d'électeur. Je suis venue pour faire la carte d'électeur pour pouvoir voter parce que tout le monde vote, mais je n'ai jamais voté. Tout comme elle, ils sont nombreux à se présenter dans les centres d'enrôlement à Tinkodogo. Ici, à l'école B, l'affluence est constante selon les opérateurs d'enrôlement depuis le lancement de l'opération. On peut dire que ça se passe dans les bonnes conditions parce que nous n'avons pas de problème technique, tout se passe bien ici. On peut dire aussi qu'il y a de l'affluence. Parce que quand on vient le matin comme ça, de 7h comme ça jusqu'à 17h, on ne voit même pas de pause. On travaille jusqu'à 17h. Dans cet autre centre, ce n'est pas la même affluence, même si les opérateurs disent n'est pas chômé. Vous avez raté le fil, vous avez raté le groupe là, sinon j'étais assez nombreux ici, une quarantaine de personnes étaient là. Voilà, non, mais ils ne viennent pas en même temps. Jusqu'à ce jour, pas de problème majeur selon les représentants de la CENI. Quelques bémols retenus, beaucoup de cartes d'identité sont arrivées à expiration à l'insu des détenteurs. Et dans certaines zones, certains individus auraient tenté d'empêcher d'autres de s'enrôler. Les illettrés, de façon générale, ils ne se rendent pas compte que les pièces sont expirées. Voilà. Ils vont se rendre compte que, après qu'on les ait informés, ils viennent maintenant trouver que les pièces sont expirées. Il y a des zones où certains pensent que d'autres citoyens ne résident pas là-bas et transportent les gens pour venir s'enrôler. Et également, ces soi-disant autochtones s'organisent pour les empêcher. Nous les avons dit non. Si tel est le cas, vous nous faites signe et vous prenez des dispositions au moment de la publication des listes, vous les dénoncez. Donc, c'était ça nos problèmes, mais finalement, on s'est compris et vraiment la paix est revenue. Nous attendions en tout cas plus de 100 000 nos prévisions, plus de 100 000 enrôlés. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à peu près un peu moins de 50 000, de la moitié. Bon, certainement, c'est dû au fait que les citoyens n'ont pas pu avoir leur CNIB. C'est dû également à la reprise qui a été, beaucoup de gens estimaient que ça a été brusque. Lancée le 7 mai dernier, l'opération d'enrôlement biométrique prend fin le 17 mai prochain et la représentante de la CENI espère que les 2 jours seront mis à profit pour rehausser les chiffres dans la province. Dans l'actualité également, le président de l'Assemblée nationale était ce samedi à Dawelgue dans la commune de Saponé. La localité a retenu l'attention ces derniers jours à cause de l'engagement de ces populations à reconstruire la digue de leur retenue d'eau. Un exemple d'engagement populaire salué par Alassane Bala Sakandé qui annonce un soutien aux habitants de Dawelgue. Salifou Belem et Sébastien Zongo. Le président de l'Assemblée nationale a la tâche de manœuvre sur le chantier de reconstruction de la digue de la retenue d'eau de Dawelgue. L'illustre visiteur de la commune de Saponé sur un podium de circonstances précise être venu sans arrière-pensée électorale. C'est touché par un reportage vu à la télévision qu'il a décidé de venir saluer et présenter comme modèle à la région du Centre-Sud et à toute la nation un exemple de courage et d'engagement d'hommes et de femmes pour des travaux d'intérêt commun qui méritent d'être accompagnés. Je viens lancer un appel solennel à tous les députés de la majorité comme de l'opposition, afin que nous puissions inscrire la réalisation du barrage de Dawelgue pour 2021.
En tout état de cause, en venant ici, j'ai pris langue avec le chef de l'État. Nous avons échangé. Je lui ai même fait voir la vidéo. Il m'a recommandé, va voir et tu reviens me faire le point. Une équipe d'évaluation du matériel et des matériaux de construction seront sur les lieux la semaine prochaine. Promesse du président de l'Assemblée nationale en attendant d'autres travaux d'envergure. Nos remerciements vont d'abord à la RTB et à toute la presse, parce que c'est grâce à eux que notre problème a été révélé. Le président de l'Assemblée nationale est venu lui-même et notre joie est tellement grande que c'est comme si le barrage était déjà réalisé. Naturellement, c'est un des sentiments de fierté, de surprise, mais de surprise agréable, dans la mesure où, franchement, on ne s'y attendait pas du tout. Pour faire un bon développement dans un pays, en voie de développement comme le Burkina, il faut passer par sa culture, il faut passer par la chefferie coutumière. Et je l'ai dit, au nom de la chefferie coutumière et au nom de toutes ces bénédictions-là, nous le remercions infiniment. Alassane Bala Sakandé souhaite l'inauguration de l'ouvrage pour 2021 ou 2022. Sa réalisation sera une façon de rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à sa naissance il y a près de 80 ans, surtout à son initiateur Naba Gogo, qui a été député de l'Afrique occidentale française. Ici à Ouagadougou, la 3e direction des moyennes entreprises a ouvert ses portes hier à Ouagadougou. Elle permettra non seulement de renforcer les capacités de l'administration des impôts, mais aussi d'améliorer la qualité des services rendus aux usagers. Ce nouveau service a été créé par la Direction générale des impôts et est situé à Cambouensin. Découverte avec Paul-David Bambara et Oumou Sissi. Une nouvelle direction pour une meilleure gestion du portefeuille des moyennes entreprises situées dans les arrondissements 2, 3, 4, 8 et 9 de la commune de Ouagadougou, ainsi que dans les communes rurales de Tanguenda, Souri et de Pabré. Il s'agit de la 3e direction des moyennes entreprises du centre, DME Centre 3, qui ouvre ses portes ce vendredi 15 mai. Cette direction-là vient de la scission, c'est une scission donc de 2 directions. En fait, on avait 2 directions des moyennes entreprises et on a créé une 3e. Et cette 3e direction, en fait, regroupe les contribuables. On a réorganisé les contribuables au niveau donc des 2 directions. Et cette 3e direction des moyennes entreprises du centre vient ainsi rapprocher environ 1300 contribuables à l'administration. Les contribuables donc seront beaucoup plus satisfaits des prestations donc des impôts, mais également cette direction-là va pourvoir, va en tout cas abonder les caisses de l'État. Cela passe par le rehaussement de la qualité du service rendu selon Moumouni Lougué. Cette nouvelle direction des moyennes entreprises du Centre 3 participe à la déconcentration des services des impôts. À l'arrondissement 10 de Ouagadougou, le plateau omnisport de Wayalguin connaîtra désormais plus d'engouement. En plus des infrastructures déjà existantes, il bénéficie d'une installation d'un parc de fitness entièrement financé par la République de Chine à hauteur de 41 millions de francs CFA. La cérémonie d'inauguration est intervenue jeudi dernier en présence du maire de la capitale et du diplomate chinois Moussa Ouedraogo à Didier Kampaori. Le maire de la ville de Ouagadougou, Adma Pierre Bewende, sur une station de musculation. La scène se passe sur le plateau omnisport de Wayalguin dans l'arrondissement 10 de la capitale. Cette station de musculation est un échantillon du parc de fitness d'une valeur de 41 millions de francs CFA offert par la République populaire de Chine. Chez nous, ce genre de parc sportif ou bien ce genre de parc de fitness, c'est très généralisé. Presque tous les quartiers. Les gens, les jeunes, les vieux, ils en profitent, ce genre de matériel, un peu partout. Ça, c'est vraiment une façon de renforcer la capacité et surtout toujours garder un esprit de sportif. Et puis ici, surtout dans le contexte
de lutter contre le Covid-19. Composé entre autres de rameurs, de bancs et de barres de musculation, de polyhautes, d'haltères, ce dont vient témoigner si besoin en était des bonnes relations entre le Burkina Faso et l'Empire du Milieu. C'est vraiment avec grande joie que nous accueillons cet investissement d'équipements sportifs offert par l'ambassade de Chine. Et comme je l'ai dit tout de suite dans mon propos, ils ne sont pas à leur première action. Depuis que les relations ont repris avec la République populaire de Chine, ils ne cessent de nous apporter en tout cas de l'aide pour nous permettre d'avancer. Et comme on le dit, il faut un esprit sain dans un corps sain. Vous voyez que ce plateau de Wayalguin, c'est un plateau qui est fréquenté beaucoup par les jeunes, par les personnes âgées, le soir. Et je pense que cet équipement vient compléter tous les autres investissements que le ministère des Sports avait déjà fait ici. Selon le maire de l'arrondissement 10, principal bénéficiaire de cette infrastructure, l'accès au matériel est entièrement gratuit, d'où son appel à une utilisation rationnelle pour une pérennité des installations. Actualité à l'international, le présumé financier du génocide rwandais est aux arrêts après 20 ans de cavale. À 84 ans, Félicien Kabuga a été arrêté ce samedi près de Paris en France. Il était l'un des principaux accusés recherchés par la justice. Jusque-là, il vivait sous une fausse identité. Certains avaient fini par le croire mort, mais il est bien vivant. Félicien Kabuga, considéré comme le financier présumé du génocide des Tutsis au Rwanda, a été arrêté en France samedi. L'homme de 84 ans, qui résidait dans le département des Hauts-de-Seine, près de Paris, sous une fausse identité, faisait partie des fugitifs les plus recherchés au monde. Félicien Kabuga est notamment accusé d'avoir créé les milices Interahamwe, principaux bras armés du génocide des Tutsis, qui a fait entre 800 000 et 1 million de morts en 1994. L'homme présidait la tristement célèbre radio-télévision libre des Mille Collines, principal instrument du Hutu Power pour diffuser la haine des Tutsis et appeler à leur massacre. C'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. L'édition de 23h vous sera présentée par Amandine Lalsaga. Merci de votre fidélité à la RTB et à très bientôt.